Lorsque je regarde les politiques monétaires des banques centrales, je me dis qu'il y a en fait plusieurs écoles. On pourrait dire qu'il y a eu l'époque Greenspan. L'époque Greenspan, c'était, si vous m'avez compris, c'est que je me suis pas exprimé, et peu ou prou, c'était je fais ce que j'ai envie de faire. Ça, c'était une vieille école. Ensuite, il y a eu une époque que l'on pourrait qualifier de l'époque de la forward guidance. Autrement dit, les banquiers centraux avaient une stratégie qui était de toujours annoncer clairement, longtemps à l'avance, ce qu'ils allaient faire. Bref, les politiques monétaires avaient une colonne verticale qui était clairement mentionnée. Et puis, nous sommes actuellement dans une autre période qui est l'époque des banques centrales data dependent. Autrement dit, on ne sait pas trop ce qu'elles vont faire et elles ne cessent de nous expliquer qu'elles vont s'adapter à l'environnement. En matière de gestion de patrimoine, il y a aussi potentiellement plusieurs écoles. Alors on va tout de suite éviter celle qui consiste à dire je fais ce que je veux, parce qu'a priori elle va vite se faire rattraper d'un point de vue réglementaire. Mais en revanche, il y a deux autres approches. Une approche qui consiste à dire finalement l'environnement n'est pas le sujet le plus important. La colonne vertébrale, c'est le profil du client. Et puis il y a une autre approche qui consiste à dire non, je vais aller chercher à droite à gauche des opportunités pour beaucoup plus tenir compte de l'environnement dans la gestion de patrimoine. Je ne sais pas quelle est votre école. En tout cas, quelle que soit votre école, on va essayer aujourd'hui de vous être utile. Bienvenue sur le plateau des Plus Encore, une émission diffusée sur LinkedIn, H24 Finance, YouTube et Plus Encore, une émission que vous pouvez même retrouver en podcast. Allez, je cesse cette introduction. Tout de suite, générique. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente Et Plus Encore. Émission éminemment patrimoniale aujourd'hui. On commencera par parler marché avec Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions pour son traditionnel point marché. On s'intéressera aussi à savoir ce qu'il faut faire à l'heure de Trump dans notre club des experts boursiers avec Frédéric Leroux de Carmignac Gestion et Éric Bertrand d'Ophi Invest AM. Ça, c'est la partie marché financier. On parlera immobilier avec l'homme dans l'actu, Marc-Olivier Penin, directeur général de Altarea Investment Manager, pour nous parler non seulement de sa SCPI, Alta Conviction, mais je l'interrogerai aussi sur quelques petits sujets de marché, type les taux annualisés. Une émission également où nous aurons des approches patrimoniales, ce sera Solutions Patrimoine. Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Vieplus, sera avec nous et on décortiquera les bonnes et les mauvaises nouvelles de la loi de finances. Il sera également avec nous. De quoi nous parlera-t-il? Ce sera dans quelques instants que l'on le saura. C'est Georges Delataille qui sera là pour son journal décalé. Allez, on attaque tout de suite avec le point marché. Le point marché avec Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. Nadine, je vous propose tout de suite de commencer à regarder notre tableau sur les actions où l'on constate qu'au mois de février, il y a des chiffres en vert, il y a des chiffres en rouge. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je voudrais qu'on commente en premier, c'est le seul chiffre en rouge depuis le début de l'année 2025. C'est la performance du Nasdaq, moins 2,3% après moins 3,9% en février. Qu'est-ce qui se passe sur l'ancienne star des marchés ? Déjà, je pense qu'il y a un peu de prise de profit qui sont prises par les investisseurs. Rappelez-vous que c'est un segment qui a quand même progressé de 50% en 2023, 30 et quelques pourcents en 2024. Les vents sont peut-être un petit peu moins favorables. On a quand même des marchés qui sont surévalués. Même si on ne parle pas forcément de bulles, on sait quand même qu'on a un peu de survalorisation, des ratios de valorisation qui sont relativement hauts. Donc déjà, je pense qu'il y a un petit peu de prise de profit là-dessus, au-delà d'un certain nombre de peut-être de vents un peu contraires sur l'ensemble de la place américaine. Alors, vent contraire sur la place américaine, on a beaucoup l'an dernier parlé des 7 magnifiques, en disant que c'était elles qui tiraient la performance. On voit que le Standard & Poor's est en recul de 1,3% sur le mois. Que se passe-t-il ? On arrive à avoir une rotation sectorielle. On a au contraire un mouvement géographique au profit de zones délaissées telles que l'Europe et la Chine. Quel est votre sentiment ? Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes. Déjà, aux États-Unis, il y a peut-être un petit peu de montée des incertitudes parce qu'on voit à quel point Trump est peut-être un peu moins
moins favorable au business que ce qu'on avait imaginé il y a quelques semaines. Hein. Rappelez-vous, Trump 1 avait principalement, comme première mesure, baissé la fiscalité des entreprises. Il avait, voilà, donc, et là on est dans un Trump 2 qui quelque part met une guerre commerciale qui n'est pas forcément favorable, quoi qu'on en dise, sur du court terme à toutes les entreprises. Donc déjà, on a un peu ce changement de paradigme qui se fait. Et puis, quand on regarde le Russell 2000, c'est-à-dire les petites entreprises, depuis l'élection de Trump, elles sont négatives. Donc c'est un peu davantage, je pense, une prise de profit sur l'ensemble du marché. Et comme vous le disiez très justement, il y a peut-être effectivement un peu de rotation sectorielle ou de rotation géographique envers des zones qui ont été vraiment délaissées pour le coup en 2023 et 2024, qui sont l'Europe et la Chine, oui. Ok, on regarde, si vous le voulez bien, tout de suite la partie des taux d'intérêt, avec un tableau où, franchement, il n'y a pas beaucoup de changements d'un mois sur l'autre, si on prend les fins de mois sur fin de mois. L'élément majeur, vous savez que j'ai une stat que j'adore, c'est mon fameux spread entre le 10 ans américain et le 10 ans allemand. On était monté à plus de 200 points de base fin janvier. On revient dans une situation qu'on a plus connue dans les derniers mois, qui était aux alentours de 180 points de base. Pourquoi les taux longs américains sont repartis à la baisse? Flight to quality, on appelle ça. Hein. Surtout que la baisse, elle s'est vraiment concentrée sur l'accélération de la baisse des indices actions. Donc on sent quand même que le marché est en train de faire un petit peu de la rotation vers des actifs qui sont supposés être plus sécurisés. Et puis peut-être aussi par le fait que macroéconomiquement parlant, on sent que la situation est peut-être un peu moins favorable qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. On a vu un chiffre de croissance T4 à 2,3 contre un trimestre précédent à 3,1. Donc on sent quand même qu'il y a ce ralentissement qui se fait un petit peu aux États-Unis et qui va peut-être entraîner la Fed à baisser ses taux. On parle de 2-3 baisses des taux. Donc quelque part, ça a permis cette détente sur la partie obligataire long terme. Vous considérez qu'il y a un petit changement d'ambiance? On disait il y a de cela quelques mois que la BCE allait beaucoup plus baisser que la Fed. Aujourd'hui, vous dites que peut-être le discours mériterait d'être plus équilibré? Oui, je pense qu'effectivement, et d'ailleurs ça se traduit. Alors ça se traduit sur le dollar, pas encore de façon très importante, mais on voit quand même que la Fed devrait aller peut-être un peu plus loin que ce qu'on imaginait il y a quelques semaines. Oui. Parfait. On regarde maintenant tout de suite l'évolution de l'allocation d'actifs. Et le mois dernier, je vous avais posé une question qui était dire, je ne comprends pas, alors que on commençait à parler des difficultés sur le Nasdaq et qu'on avait de la tech. Je comprenais pas l'excellente performance, et vous me l'aviez expliqué, notamment par l'excellente performance du fonds tech qui avait été sélectionné. Là, en revanche, moins 0,3%. On se dit que ça peut paraître un peu bizarre vu le profil du portefeuille. Qu'est-ce qui pèse dans la performance ce mois-ci? Alors, déjà, on a une exposition au marché américain un petit peu plus importante que le marché européen. Ça vous avait pas échappé. C'était quand même une thématique que l'on porte depuis plus de 6 mois, même plus d'une année. Donc, effectivement, des indices moins favorables, notamment sur la partie tech. Vous l'avez bien souligné que le Nasdaq avait accusé une plus forte baisse que le S&P. Effectivement, on a les fonds techno, les fonds internationaux qui pâtissent un peu de la situation et qui expliquent 100%, voire même 150% de la performance. Parce que nos autres positions, que ce soit les actifs privés ou les actifs obligataires, par contre, contribuent positivement au profil. Donc, effectivement, c'est cette exposition très techno qui coûte au portefeuille légèrement sur le mois. Ça m'amène à une question. On commence à voir les premiers pas de Donald Trump. On en parlera tout à l'heure aussi dans le débat. Est-ce que ça vous amène à réfléchir, à faire évoluer l'allocation d'actifs actuelle? Oui, alors pas uniquement par la situation de Trump, mais davantage par le fait que justement on a peut-être que la corde était très tendue entre les valorisations des marchés américains et les valorisations des actions européennes. On sent qu'il y a cette nécessité, on n'arrête pas de parler de réarmement, peut-être que l'économie européenne va bénéficier un petit peu de ce fameux réarmement. Donc effectivement, on se dit peut-être que c'est le moment de se réorienter légèrement sur les actions européennes au détriment des actions, pas forcément américaines, mais davantage des actions internationales. Donc voilà, c'est un petit peu le biais. Dans les actions internationales, on a un peu d'Europe, on va peut-être un peu plus forcer sur cette patte-là, et c'est pour ça que dans le cadre de ce mois-ci, on va faire un arbitrage vers les actions européennes. Ok, donc la dernière fois, on avait réfléchi en se disant on va réfléchir potentiellement autour des émergents. In fine, l'arbitrage s'est plutôt fait au niveau des grandes actions internationales,
plutôt avec un biais croissance? Plutôt avec un biais croissance, oui. Donc là, on revient sur l'Europe. Est-ce que c'est facile de trouver des bons produits sur l'Europe? Voilà, la problématique, c'est ce qu'on voit, c'est que visuellement, les indices sont positifs sur l'Europe au mois de février. Et quand on regarde les fonds, la réalité des fonds, c'est que les fonds sont souvent en négatif ou autour de zéro. Pourquoi? Parce que on sait très bien que les secteurs qui ont bien marché sur l'Europe depuis quelques semaines et qui entraînent les indices, ce sont les bancaires et ce sont les industries de l'armement. Et malheureusement, quand on regarde l'écosystème des fonds européens qui nous sont donnés, on s'aperçoit que souvent ils sont sous-pondérés sur les bancaires et puis surtout leurs critères ESG, et on a de plus en plus de fonds qui sont labellisés ISR ou avec un développement durable, un prisme de développement durable, exclut le secteur de la défense. Et c'est ça qui entraîne que ces fonds, malgré tout, et c'est pour ça qu'on râle pas trop de ne pas avoir fait cet arbitrage précédemment, parce que fondamentalement, quand on regarde les fonds de gestion active, on a beaucoup de fonds actions qui sont négatifs sur le mois de février. Eh bien, nous allons désormais considérer que la finance est un investissement durable parce que c'est utile pour l'Europe. Merci beaucoup Nadine d'avoir été avec nous. Tout de suite, on parle immobilier, c'est l'homme dans l'actu. L'homme dans l'actu, avec nous aujourd'hui, le directeur général d'Altarea IM, Marc-Olivier Penin. Marc-Olivier Penin qui était venu déjà sur le plateau pour nous parler du lancement de sa première SCPI, c'est Altarea Conviction. On va bien évidemment en parler, Marc-Olivier, mais je voudrais vous faire réagir. Le mois dernier, je m'étais un peu énervé dans le lancement sur la publication des taux de rendement annualisés par certains acteurs de la place. Ça vous inspire quoi ? Je ne peux pas vous dire autre chose que ce n'est pas les recommandations de la place, de l'ASPIM et même du régulateur en matière de communication. On est censé attendre 1 an avant de parler de performance annuelle et pas annualisée. Bon, au-delà de l'effet d'annonce recherchée, ce que je pense surtout, c'est que on gère suffisamment de sujets en ce moment sur le monde des SCPI, que ce soit pour les porteurs de parts ou pour les distributeurs, pour prendre la peine de leur livrer une information transparente et si possible homogène. Ok, alors je voudrais qu'on essaie de regarder. Donc on voit des classements apparaître un peu partout, certains même qui nous disent qu'ils savent qu'ils respectent pas la règle, mais qui sont contents de les publier. Moi j'ai vu dans les classements un taux de distribution pour Altarea Conviction de 6,5%. Vous me confirmez? Alors je confirme, pour Alta Conviction, donc on a fait 6,50 et là on parle d'une distribution en euros, cash on cash, donc 19,50 € sur le prix de part de 300. On annoncera sous peu le taux de distribution ASPIM, mais on attend chez Altarea le fait d'arrêter les comptes et de les faire certifier pour donner les taux définitifs et que ça ne bouge pas. Donc on sera un petit peu au-delà de 6,50. On a aussi augmenté le prix de part en décembre dernier de la SCPI 300 à 305 €. Alors, je voudrais vous interroger justement sur cette hausse du prix de part. Donc, vous êtes lancé au deuxième semestre 2023 avec cette SCPI. Donc, vous avez bien l'année pleine. Pourquoi avoir remonté le prix de la part ? Tout simplement, donc on a effectivement une année 2024 complète, qui est la vraie année de lancement commercial. On l'a fait parce que on avait juste une progression quasiment de 10% de la valeur de reconstitution. On en a donné une partie, 1,70 aux porteurs de parts qui nous ont fait confiance dès le début pour marquer le sens positif du nouveau cycle immobilier qu'on avait annoncé dès 2023. Il nous reste encore sur les 10% quasiment 8% de décote entre le prix de part et la valeur de reconstitution. Ok, petite question, vous venez d'une maison et vous avez un passé professionnel où la culture était plutôt d'être en bas de fourchette. Est-ce que vous gardez cette même culture aujourd'hui ? Je pense que compte tenu des incertitudes sur le marché, c'est de bonne facture de rester en bas de fourchette comme on le peut. Et puis, sur des équilibres valeur de souscription, prix de retrait, c'est aussi ce qui est le plus pertinent pour l'équité des porteurs. Donc oui, c'est une vraie volonté de rester en bas de borne. Allez, on parle des chiffres, des performances. On en parle peut-être un peu trop dans les classements sans rentrer dans le fond des choses. Donc on va rentrer dans le fond des choses et notamment dans la stratégie immobilière. J'ai pris, pour préparer notre échange, le dernier bulletin trimestriel d'Alta Conviction. 63 millions de capitalisation pour la SCPI, 5 actifs, on dit 5 actifs ou on dit 2 plus 3, parce que quand je vois les tailles, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, donc ce qu'on avait annoncé, c'est effectivement qu'on voulait faire bénéficier les porteurs de parts du nouveau cycle immobilier, donc chercher les opportunités que délivrait ce marché-là. On a investi dans 5 actifs, 3, on va dire, autour de 5 millions d'euros, plutôt monolocataires, 2 plus gros, autour de 25 millions. Avec pour l'un 9 locataires, pour l'autre une vingtaine. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement au bout d'un an de pouvoir proposer une diversification en termes locatifs, ce qu'on fait avec plus d'une trentaine de locataires. Alors on le disait, l'origine c'était quand même d'avoir des convictions et d'aller chercher les classes les plus porteuses. Les classes les plus porteuses, vous les avez trouvées où? Dans le commerce, dans la logistique, dans le bureau? Alors on a commencé effectivement notre allocation avec une bonne part sur le commerce, des locaux d'activité, donc principalement des PME et des centres de recherche. On est en train de finaliser des investissements sur de la logistique. Donc on est sur ces 3 classes d'actifs en priorité. Ok, je crois que la collecte a été de l'ordre de 40 millions en 2024, donc une SCPI qui est en collecte. Vous allez récupérer à nouveau de l'argent en 2025. En 2025, vous avez envie d'aller où? Alors en 2025, on va continuer sur les classes d'actifs qu'on a commencé à opérer. Effectivement, on n'est pas allé sur la classe d'actifs bureau. Sur la classe d'actifs bureau, on a des taux qui ont décompressé. Donc, je pense que le principal du chemin est fait. Ce qu'on attend, et on pense plutôt au bureau pour le 2e semestre 2025, c'est aussi qu'on voit plus clair sur les niveaux locatifs. Il y a des zones en bureau qui sont intéressantes pour les SCPI, mais où on a pas mal de vacances actuellement. On pense que ça va générer des renégociations des loyers et donc des baisses de valeur supplémentaires sur les bureaux. C'est la deuxième lame qu'on attend avant d'opérer sur le bureau. Donc vous attendez la baisse des bureaux. Si je fais ma petite analyse du bulletin trimestriel, dans la situation, j'ai constaté qu'il y avait du crédit, il y avait 20% de crédit. C'est quoi? C'est du crédit qui est en anticipation de la collecte ou c'est du crédit qui a vocation à faire de l'effet de levier? Alors, sur l'effet de levier, on est à 12% sur les 20. Les 8 autres, c'est plutôt des engagements à terme et des VFA sur un investissement qu'on a réalisé en fin d'année. Donc, un peu de levier, pas trop. Et sur ces SCPI de nouveau cycle, on emprunte l'argent au taux actuel, autour de 4,5. C'est principalement pour se donner plus de manœuvrabilité sur l'actif passif. Quand on investit à 7% plus, qui est le cas de nos investissements l'année passée, et qu'on emprunte à 4% plus, on a de l'effet de levier. Il n'est pas énorme comme celui qu'on connaissait avec des taux à 1,25, mais l'avantage aussi, c'est que s'il y a besoin de renouveler ces financements, on est déjà avec des taux qui sont intégrés à des niveaux supérieurs. On a commencé notre échange avec un sujet de marché. Je voudrais un peu avoir votre sentiment sur le marché. Vous êtes un jeune acteur, Altarea est un vieux groupe, mais Altarea IM Investment Manager est une société récente. Est-ce que vous avez trouvé le marché plus dur que ce que vous n'attendiez? On parle de collecte. On parle de collecte. Il est dur au sens où on a 2 fois moins de collecte que ce qu'on a connu dans les années de taux bas, hein, mais il n'est pas à l'arrêt puisqu'on a quand même une collecte qui fait 4 milliards d'euros. Moi, mes observations sur ce marché-là, c'est donc un marché qui n'est pas à l'arrêt, un renouvellement quand même des acteurs en collecte. Il y a effectivement des acteurs historiques qui ont maintenu leur prix de part et qui continuent à collecter. Et il y a les nouveaux acteurs dont on fait partie avec Alta Conviction qui proposent des solutions nouvelles, alors moins diversifiées parce que c'est des fonds plus petits, mais on pense que c'est un excellent point d'entrée effectivement. Ce qu'on constate, c'est que les cabinets de CGP ou les réseaux de CGP sont toujours actifs avec une offre renouvelée. Hein, donc tout notre but, nous, Altarea, c'est de faire partie de ces nouvelles offres et on remercie les réseaux qui nous font confiance dès à présent. Côté institutionnel, toujours à l'arrêt, mais on sent quand même des réflexions qui reviennent de façon plus opérationnelle chez eux. Je voudrais, même si on peut être critique sur ces taux de distribution affichés, qu'on revienne quand même là-dessus. Vous avez sorti 6,50, vous m'avez dit que ça serait potentiellement un peu plus après prise en compte des crédits d'impôt à l'étranger, ce qui correspond à un immeuble que vous avez qui pèse aujourd'hui 8% du patrimoine qui est à Madrid. Les objectifs pour l'année prochaine, c'est quoi ? Alors, sur la SCPI, c'est de faire aussi bien que cette année. Donc, un objectif de 6,50 cash on cash en distribution, bien sûr. On a des réserves, hein, on a 6 mois de réserve sur Alta Conviction qu'on a pris la peine de provisionner parce qu'on pouvait immobilièrement et qui nous aidera à tenir cette distribution.
Sur les valeurs et sur les valorisations, on a ça en tête, puisque on prend la peine d'investir sur des actifs centraux qui ont ces deux moteurs de performance. On restera bien sûr en attente du comportement du marché en 2025, valeur, niveau des taux, tout ça va jouer. Donc principalement, voilà, refaire au moins aussi bien cette année avec des réserves et une décote qui nous aideront beaucoup. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, la mesure, il faut changer nos outils de mesure des SCPI, de la performance des SCPI? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de classements qui sont faits uniquement sur le taux de distribution. Je pense que en ce moment, pour donner, c'est assez hétérogène en termes de performance, pour donner une meilleure vision, je pense qu'il faut regarder la performance globale, taux de distribution plus valorisation de la SCPI, soit les mouvements de prix de part, soit la valeur de réalisation, et analyser la chose globalement. C'est là où on verra les SCPI qui valorisent, celles aussi qui malheureusement dévalorisent. Quid de la question au chef d'entreprise, quels sont les objectifs de collecte pour Altarea IM cette année? Alors, on serait très heureux si on atteignait à la fin de l'année 2025 150 millions, donc ça ferait une collecte à 80-100 millions en 2025, qui est assez régulière et qu'on pense pouvoir atteindre. Donc ça, c'est le premier objectif. On développe beaucoup le démembrement sur notre SCPI, parce que comme on est franco-français, il y a un vrai intérêt fiscal à le faire. Je pense aussi que ces nouvelles SCPI, elles ont beaucoup d'avantages pour le démembrement, à partir du moment où elles sont décotées, donc elles rassurent le nu propriétaire sur les valeurs, et qu'on a des réserves qui rassurent l'usufruitier sur la distribution. Donc on soigne spécialement les clés de distribution sur Alta Conviction au niveau de démembrement, qui représentent plus du tiers de la collecte. Et question justement très technique par rapport à ça, sur les clés de répartition, est-ce qu'il faut considérer que c'est des choses immuables, ou est-ce qu'au contraire, il faut considérer que c'est des choses qui doivent évoluer dans le temps? Non, pour moi, elles doivent évoluer dans le temps. On ne peut pas avoir la même clé de distribution quand on distribue 4, 5, 6 ou même 6,5% comme c'est notre cas. Et donc, il faut faire les calculs de TRI et équilibrer l'intérêt du nu propriétaire et de l'usufruitier. Je rappelle que la société de gestion, elle ne fait que conseiller des clés. Mais côté Altarea IM, oui, on mettra à jour régulièrement ces clés. Merci beaucoup Marc-Olivier Penin d'avoir été avec nous. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le journal décalé. Commençons par parler d'égalité. Pour pouvoir comparer deux produits, il est clé d'avoir les mêmes règles. Dans les produits financiers, avec la réglementation qu'on a tant en France qu'en Europe, la question ne devrait pas se poser. Et pourtant, j'ai une SCPI qui a moins de 1 an. J'ai envie de profiter de la caisse de résonance de l'annonce de taux de distribution, mais j'ai que 1 mois de performance. Comment je fais? Eh bien, tout simplement, je fais une bonne vieille règle de 3. Donc, si j'ai fait 1% sur 1 mois, j'ai donc fait 12% sur 12 mois et je vais communiquer sur 12%. Vous trouvez que c'est un peu limite, que c'est carrément de l'arnaque? Je suis malheureusement d'accord avec vous, c'est de la publicité mensongère. Et comme le dit bien la belle phrase qu'on voit sur les communications financières, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SPIM s'est attaquée au sujet, mais un peu tard, parce qu'ils ont communiqué une fois que toutes ces communications avaient déjà été faites et ont bien indiqué que les communications annualisées étaient totalement interdites. Il y a déjà une forte méfiance de la part des investisseurs sur les SCPI. Je pense que ce genre de communication, c'est pas fait pour aider. Plusieurs remarques, Georges. On en avait parlé, je rappelle, c'était le lancement de la dernière émission. Alors, je pense que la SPIM est un peu intervenue, rappelée à l'ordre également par l'autorité des marchés financiers. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets qu'on peut aborder là-dessus. On en parlait tout à l'heure avec Marc-Olivier Penin. Il y a une vraie question quand même autour du taux de distribution sur les SCPI. Quel est le sens de cet indicateur-là alors que on a vu que les SCPI pouvaient baisser, premièrement. Deuxièmement, quel est le sens de la méthodologie qui a été mise en place, notamment en intégrant les crédits d'impôt européens, en particulier si on distribue dans l'assurance vie, est-ce qu'on les récupère? Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de sujets là-dessus. Et je voudrais quand même avoir, en plus très clairement, quand on affiche des DVM, ça veut dire qu'on est en train d'aller chercher de la collecte, parce que le DVM, ça n'a pas tout à fait le même sens pour les porteurs anciens. Et je voudrais avoir à cet instant une pensée pour Jean-Marc Colly. Jean-Marc Colly, l'ancien président de l'ASPIM, qui, pour des raisons de comparabilité entre les OPCI et les SCPI, avait souhaité que l'on développe un indicateur
de mesure de performance qui était la rentabilité globale qui prenait en compte l'évolution des valeurs d'expertise plus la performance réellement distribuée. Potentiellement, cet indicateur-là est en termes d'information beaucoup plus riche que tous les taux DVM qu'on voit, qui ressemblent de plus en plus à des outils de désinformation massive. C'est un bon point. Changeons totalement de sujet et parlons d'IA, intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, dernières semaines, avec le sommet organisé à Paris. On a eu des milliards d'euros d'annonces, mais très concrètement, qu'est-ce que ça fait pour les CGP ? J'ai eu l'occasion de faire un tour de France de l'IA avec Célentia et de parler IA avec plus de 200 CGP. Et qu'est-ce que j'en ressors ? J'en ressors pas mal d'enseignements. D'abord, les CGP sont très en retard sur l'IA. La plupart n'utilisent même pas ChatGPT ou le chat de Mistral pour être chauvin, et leurs partenaires historiques sont aussi très en retard parce que quasiment aucun n'a sorti de solution d'IA solide. Et pourtant, quand on va un peu plus loin dans l'IA avec eux, quand on commence à leur montrer comment ça fonctionne, comment ça marche, ils adorent et ils ont envie d'en savoir plus. Et donc, je vais leur conseiller aujourd'hui 3 IA qu'ils devraient utiliser, qui sont des IA B2B, pensées pour la gestion de patrimoine et la fiscalité. 2 premières qui existent depuis un petit bout de temps, qui commencent à être assez robustes, une qui s'appelle Ordali et une qui s'appelle Casus, qui ont l'avantage de fournir des réponses qui sont sourcées, qui sont documentées, et une petite dernière qui vient de se lancer, qui fait beaucoup de buzz en ce moment, qui s'appelle Figen AI, qui a déjà plus de 300 CGP qui payent pour l'utiliser, donc c'est le meilleur moyen de voir que c'est quelque chose qui plaît. Ma recommandation, testez ces applis, utilisez-les, elles sont payantes, mais bonne nouvelle pour vous, j'ai des codes promo, donc n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir les utiliser. Dernière chose, vos chambres sont aussi sur le sujet. Je peux vous annoncer en avant-première que la CNCGP va sortir dans les prochains jours un livre blanc sur l'IA. Le chat, ça donne des coups de patte parfois et parfois aussi des petits coups de griffe. On pourrait s'intéresser sur les livres blancs sur Dora et la résilience numérique vu l'actualité du jour. On passe à la suite. Oui, partons aux États-Unis avec notre ami Trump. Trump, il a besoin de sous pour financer quoi ? Pour financer ses 1900 milliards de déficit prévus en 2025. Parmi les pistes, il a envie de supprimer un avantage fiscal, celui des gérants de capital investissement qui jusqu'à ici avait été préservé grâce à leurs puissants alliés au Congrès. Cette suppression, elle rapporterait 13 milliards de dollars sur 10 ans. Comment ça fonctionne ? Les gérants du secteur, ils se rémunèrent principalement grâce aux profits réalisés sur les plus-values de cession des entreprises dans lesquelles ils investissent. Or, cet intéressement, ce qu'on appelle le carried interest, il bénéficie d'un taux d'imposition très réduit à 20% si la vente intervient après moins de 3% de détention. C'est un sujet d'autant plus sensible que les 1000 milliards de carried interest générés dans les mondes dans les 25 dernières années qu'il y a eu plus de 1000 milliards de dollars de carried interest qui ont été générés dans les 25 dernières années, donc une somme très conséquente. Si on revient à la France, en France, on a aussi une fronde qui est un petit peu différente, qui est sur les management packages, dans le cadre de LBO, qui, avec la nouvelle loi des finances, devrait être fiscalisé comme de la rémunération. Vous allez me dire quel est le rapport ? Le rapport est que, pourtant, les fonds qui, eux, sont moins impliqués au jour le jour dans l'activité de l'entreprise, peut-être prennent moins de risques, eux continueraient à bénéficier d'une fiscalité plus douce. Est-ce qu'il faut favoriser les investisseurs au détriment des entrepreneurs ? À mon avis, c'est pas la meilleure idée. Je poserai la question sur le management paquet tout à l'heure à Olivier Dagenac. Ce sera dans Solutions Patrimoine. Ce sera en fin de cette émission. Mais avant, on commence tout de suite à réunir le club des experts boursiers. On avait pris la décision de ne pas les réunir début janvier pour parler des perspectives 2025, mais de regarder un peu ce qui se passait, et on a bien choisi la date, notamment parce qu'il se passe beaucoup de choses d'un point de vue géopolitique. Comment orienter ses investissements à l'heure de Trump ? Aujourd'hui, pour répondre à nos questions, fidèle au poste en plateau, le directeur général délégué d'Ophi Invest AM, Éric Bertrand, et avec lui, le responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac Gestion, Frédéric Leroux. Merci à tous les deux d'être avec nous. Si vous le voulez bien, on va, ça c'est mon côté fils de prof, donner des notes. Aujourd'hui, on va donner beaucoup de notes. On va commencer par Trump, puisqu'il est, je dirais, un acteur omniprésent de l'actualité actuellement. Éric Bertrand, si je vous demandais de noter le premier mois et des poussières de Donald Trump, vous lui mettriez quelle note ? Je vais mettre 2 notes.
Je vais me mettre du point de vue de l'Américain qui a élu quelqu'un et uniquement d'un point de vue domestique où je vais laisser de côté la forme. D'accord, donc la note pour la note artistique, je laisserai chacun la mettre. Il a annoncé une couleur pendant sa campagne, il déroule sa couleur, il est conforme aux attentes, avec un propos dont on reparlera sûrement, qui n'est pas toujours discernable, mais il est dans sa ligne de nage. Il a été élu pour ça, et il déroule ce qu'il a annoncé avec... Donc sur 20, si on met une note sur 20... grosso modo, sur la partie domestique? Sur la partie domestique, je mettrais au-dessus de la moyenne, un 13-14 sur 20, parce que on sent bien que, bon, je ne veux pas anticiper sur les questions d'après, mais il va se faire rattraper par ses propres annonces dans ce qu'il souhaite faire. Vu de l'extérieur et au global, et surtout si on rallonge l'horizon de temps, là c'est une assez mauvaise note. Je pense que on peut pas balayer 70 ans d'histoire d'ordre mondial et de fonctionnement à l'emporte-pièce de cette façon-là, en essayant pas en donnant l'impression de ne pas du tout tenir en compte des répercussions que ça peut avoir. D'accord, donc là, mauvaise note. Peuvent revenir sur lui-même et sur son consommateur américain à la fin. Donc là, c'est plutôt 5 sur 20. Frédéric, est-ce que vous aussi, vous avez 2 notes selon le prisme choisi? Je vais en mettre qu'une. Je vais mettre 21. 21 sur 20, parce que ce que je trouve le plus important, c'est cette manifestation extrêmement puissante du retour de la volonté en politique et de ce à quoi ça peut conduire en matière d'efficacité. Et pour l'instant, l'efficacité, je la vois finalement sur le reste du monde. Regardez, en 2 jours après l'humiliation de Zelensky, l'Europe qui arrive enfin à se rassembler pour essayer d'exister dans la négociation de paix Russie-Ukraine. D'autre part, les Allemands qui évoquent à demi-mot un programme de 20% de leur PIB sur les années qui viennent pour leur budget de défense et leur budget d'infrastructure. Ça vient pas tout seul. Ils sont forcés à ça par Trump. Et donc, partant de là, je trouve qu'il y a un changement gigantesque qui est en train de se passer. Et rien que pour ça, j'ai envie de mettre 21 sur 20 parce que je vois les effets favorables d'abord. Éric, je reviens sur ce que vous avez dit. Il va être rattrapé tout à l'heure parce qu'il fait d'un point de vue domestique. Ça veut dire quoi dans votre esprit? Il y a une cohérence globale, au-delà, je répète, de la forme. Quand même, on sent bien que Trump veut... il fonctionne en deal, il fonctionne en égo, il fonctionne en approche globale. Il veut rééquilibrer les échanges des États-Unis avec le reste du monde, de façon assez globale, et avec ça, toutes les cartes qui sont à sa disposition, il les mélange. Maintenant, on sent bien qu'à terme, et si on lit ce qu'écrit Scott Bessent ou Riemann, le nouveau patron des conseillers économiques de la Maison-Blanche, il y a un propos dans ce rééquilibrage de faire baisser le dollar pour retrouver des exports, relocaliser et, in fine, refaire bosser l'américain moyen. Maintenant, les différentes mesures prises à l'emporte-pièce et assez rapidement et sans trop de négociations peuvent aboutir à l'effet inverse. On sent bien que là, le consommateur américain qu'il a quand même élu sur le front de la lutte contre l'inflation contre Biden, qui était sous l'ère Biden, à tort ou à raison, peu importe, est en train de très sévèrement s'inquiéter en anticipation d'inflation de ce qui va lui arriver. Fait comme cela, avec un risque d'un décrochage de la croissance américaine, on commence à avoir quelques signes, et des anticipations d'inflation qui, avec les droits de douane, inquiètent, paralysent, et donc il peut se louper dans ce qu'il souhaite faire. Et ça, c'est assez inquiétant, parce qu'on se demande comment est-ce qu'il essaiera de rattraper son propre coup. Faut pas oublier que le deuxième vice-président, c'est le S&P, ce qui est une forme de filet de sécurité, mais qui va assez vite le rattraper, ainsi que sa cote de popularité, si jamais l'inflation, comme c'est à prévoir, dérape. Et ce qui nous ferait rentrer, pas de croissance ou croissance en baisse avec un peu d'inflation, dans une forme de stagflation qui sera un nouveau challenge pour Powell. Frédéric, une réaction sur le deuxième vice-président, c'est pas J.D. Vance, c'est le S&P. Non, est-ce que justement on se raccroche souvent à cette idée de dire que les politiques américains sont très sensibles, notamment par l'effet richesse, au niveau des marchés actions? C'est vrai qu'ils l'ont toujours été, ils le sont, et on le comprend parce qu'effectivement l'Américain moyen,
surtout celui qui est un petit peu au-dessus de la moyenne, a beaucoup d'actions, beaucoup d'actifs financiers, et donc l'effet richesse a un impact très fort sur la croissance. Cela dit, la première question, vice-président, pour moi, sous Trump 2.0, c'est vraiment J.D. Vance. Et on en parlera peut-être plus longtemps que ce qu'on pense. Deuxième vice-président. Hein. Premier vice-président. J'ai compris deuxième président. non, deuxième vice-président. D'accord. Alors on est d'accord. J.D. Vance, je pense, a vraiment aura un impact assez fort, et on le voit déjà. Hein, et il a commencé avant même d'être en fonction. Sur les États-Unis, je suis pas certain qu'in fine, dans ce mandat-ci, le S&P soit pour Trump un facteur majeur. Je crois vraiment qu'il est là pour le peuple américain. Et donc, ce que disait Eric est tout à fait vrai. Trump ne veut pas que le peuple américain continue de payer pour tous les autres à travers un déficit commercial considérable, des soutiens, des aides apportées à tout le monde. Je crois que ce qui importe le plus à Trump, c'est le plein emploi. Et que c'est par ça qu'il se fera réélire. Et que assez rapidement... Vous êtes déjà à la réélection. On est déjà dans la préparation des élections de mi-mandat. Et donc, ça veut dire, là, je pense qu'on a la première salve, qui est plutôt internationale, qui dit, écoutez, les gars, arrêtez, vous voyez qui est le patron, et faites ce qu'il faut. Et très, très vite après, je pense qu'il pourra s'occuper un petit peu plus du consommateur. Mais ça passe pas forcément par un S&P beaucoup plus haut. Ok, alors... On va rebondir sur ces idées. On reste sur, parce qu'on parle de géopolitique, mais on regarde les incidences évidemment économiques. Eric nous dit, moi j'ai une conviction, c'est que la position politique conduit à un dollar baissier. On est d'accord. Et je pense que c'est une vraie volonté. Là, on partage complètement cette idée, je crois. Une baisse du dollar qui peut être permise par une baisse des taux. Pour l'instant, là, parce qu'on a un ralentissement, le consommateur est un petit peu inquiet des agissements de son président, et donc ça le retranche un petit peu, il épargne, donc il consomme moins, et la consommation, on en connaît le poids dans la croissance américaine, donc on voit une croissance américaine qui baisse, des taux qui baissent, et dans le même temps, tout ce que Trump essaye de faire pour faire baisser les cours du pétrole vont aussi dans le même sens. Baisse des taux, baisse de l'inflation, baisse des taux, baisse du dollar, in fine. C'est un petit peu l'idée de Trump. Et comme Eric, je pense qu'il aura du mal à aller jusqu'au bout de son idée. Ok, allez. C'est le quatrième 3% j'aime bien le dire, de Scott Bessent. Scott Bessent avait dit 3% de croissance, 3% de déficit, 3 millions de barils jour. Je pense que le 3% de taux d'intérêt est dans le lot. On sait que dans l'esprit de Trump, il a plus tendance à regarder du côté du Pacifique que du côté de l'Atlantique. On va malgré tout traverser l'Atlantique pour venir chez nous. Là, à nouveau, je vais vous demander une note. Comment vous jugez les premiers pas de la nouvelle Commission européenne? Frédéric Leroux. Alors, je ne savais pas qu'elle était nouvelle, d'ailleurs, mais en fait, je trouve qu'elle est, ne serait-ce que parce que sa présidente n'a pas changé, malgré quand même des grands mouvements dans le vote européen, dans beaucoup de pays, on n'a pas vu trop de changements. Est-ce que c'est ça qui est important? Pour moi, ce qui est important, c'est une gouvernance tellement faible par rapport à ce qu'on voit de l'autre côté de l'Atlantique, que là, s'il fallait mettre une note, est-ce que vous nous demandez, je mets 0. Et en fait, si maintenant on peut mettre un petit peu de crédit à l'Europe, eh bien, on comprend tout de suite que c'est grâce à Trump qu'on a de la réaction qui commence à arriver. 2 jours après l'humiliation de Zelensky, puisque c'en était une, on voit l'Europe commencer à se rassembler de nouveau. On voit l'Allemagne, pas décider, mais en tout cas discuter de programmes d'infrastructures et d'armement considérables, alors qu'on sait que c'est un pays qui évolue très très lentement sur le plan de la gouvernance politique. Donc 0 pour l'Europe, et donc c'est pour ça qu'il y avait 21 pour Trump, parce qu'on peut en donner 1 peut-être pour l'Europe après. Mais non, je pense que là on se rend compte effectivement qu'on n'est pas taillé pour la compétition qui se présente aujourd'hui, d'une part venant des États-Unis, d'autre part de la Chine. Eric, votre sentiment sur la Commission européenne? L'un des premiers textes qui a été présenté, ça a été Omnibus, simplification sur des sujets de finances durables. Vous jugez l'Europe comment? Alors, la commission, je mettrais à nouveau plutôt une bonne note. La gouvernance, une note déplorable. Parce que ce qui me frappe, moi, c'est l'échelle de temps.
On a, et je rajouterai un propos sur ce qui réveille l'Europe, on a Poutine qui a réveillé la partie Est de l'Europe il y a 2-3 ans. Maintenant, Poutine va réveiller la partie Ouest. On va peut-être enfin réussir à sortir de l'ornière, mais que ce soit en Allemagne, sur les nouveaux budgets qui sont prévus, que ce soit au niveau européen, pour peut-être mettre dans une case autre que les déficits, les dépenses d'armement, le problème, c'est l'échelle de temps. Et quand on se met à 27, Kissinger disait l'Europe qui est le numéro de téléphone. Voilà, on va encore s'asseoir, on va discuter, il y aura Orban, il y aura Fico. Tout va prendre du temps et l'allure à laquelle les choses se déplacent, à mon avis, sont en complet décalage avec notre réaction. Donc il y a un sujet de gouvernance qui se pose, qui fait que même si les sujets sont plutôt saisis, la loi Omnibus et tout ce qui est plutôt en préparation va vraiment dans le bon sens. C'est qu'on va en parler ensuite entre commissaires pendant 12 à 18 mois, puis ensuite il y aura la traduction dans les réglementations nationaux, ça va reprendre 6 mois. On est fin 26. Je sais pas si vous avez eu le premier mois de Trump. Je suis pas sûr qu'on soit dans la bonne échelle de temps. L'échelle de temps, le facteur d'accélération, à mon avis, c'est vraiment ce décalage qui va s'opérer, qu'il faut suivre de très très près dans les mois qui viennent. Ok. J'entends que la note est plutôt bonne pour la Commission, mauvaise pour la gouvernance. J'entends que la note est mauvaise. Et pourtant, on l'a vu tout à l'heure dans le point marché, lorsque l'on regarde la situation des marchés actions depuis le début de l'année, l'Europe est étincelante. Frédéric Leroux, est-ce que l'Europe est partie trop vite? En fait, elle est partie très tard. Quand on compare ses performances par rapport aux performances américaines au cours des années passées, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le marché américain monter, augmenter sa valorisation avec un Nasdaq qui montait à 28 fois les bénéfices, un S&P au moins 23, alors que nous, on se traînait à 12, 13, 14 selon la façon de calculer. C'est ça, en fait, que le marché prend en compte, de la même chose qu'il le fait avec la Chine. On part d'un positionnement extrêmement favorable à l'endroit du marché américain, donc avec des valos très élevés et un dollar fort parce que les capitaux étrangers allaient s'investir sur le marché américain, pour ça, il faut acheter des dollars. Et puis, tout à coup, on se rend compte quand même que le positionnement est très faible en Europe, en Chine, que les valorisations 8 ou 9 fois sur le marché chinois sont extrêmement basses et le positionnement bouge un peu. Quoi qu'il se passe sur le plan politique. Et donc, aujourd'hui, en Europe, c'est exactement ce à quoi on assiste, comme en Chine. Alors, en Chine, il y a eu en plus le facteur DeepSeek, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais qui réveille un peu, qui a été le catalyseur, sortir de la trappe, de la value trap, pour le marché chinois. Voilà. Donc, un positionnement très faible, des valorisations hyper basses, et donc un rattrapage. Pour l'instant, on est là. On en parle de DeepSeek. Justement, ça a considérablement chatouillé les valorisations des Américaines, notamment de Nvidia. On se rappelle, c'était fin janvier, où il y a eu une forte baisse dans la journée. On a un peu le sentiment que le marché américain, on l'a souvent dit sur ce plateau, était tiré par les 7 magnifiques, et que l'armée derrière, a priori, il n'y a pas grand monde. C'est le sentiment que vous partagez aujourd'hui, Eric? Non, on est dans une... Moi, DeepSeek, alors, ça arrive comme ça dans une nouvelle, mais ça faisait longtemps que c'était connu. Enfin, ils sortent pas de nulle part, DeepSeek. Et notamment des majors américaines. On est dans une phase de maturation d'une innovation. Les Américains innovent, ils vont très vite, ça coûte très cher, tout le monde se jette dessus, c'est bullesque. Derrière, les Chinois font une sorte de rétro-engineering, c'est-à-dire, ok, donc ça c'était très bien, quand on le désosse et on l'optimise, et alors en plus il faudra voir ce que peut faire exactement DeepSeek, mais à la fin de la journée, ça veut sans doute dire que Nvidia était sûrement surpayé comme étant l'unique fournisseur de puces de toujours la dernière génération. Est-ce que ça va, ça c'est important, mais est-ce que ça va diminuer les investissements dans l'IA absolument colossaux? J'y crois pas du tout. Simplement, les gens en achèteront plus et ça ira plus vite. Mais jamais on a vu une baisse du prix d'une innovation, son arrivée à maturité, diminuer les investissements. Quand le chemin de fer, le métier à tisser ou l'électricité ont commencé à coûter moins cher, on s'est pas mis à moins consommer ou moins transporter. Non, on a fait plus. Avec pour les mêmes montants. Donc les investissements, pour nous, devraient rester. En revanche, effectivement, il y a des survalos qu'évoquait Frédéric, qui étaient peut-être un peu légères. Peut-être, je rajouterais quand même sur l'Europe, pardon, je reviens sur la question d'avant, parce que c'était vraiment pas cher. Moi, j'ajouterais 2 choses. C'est on a presque un gouvernement depuis 3 mois en France. On a un gouvernement en Allemagne, et ça, par contre, c'était beaucoup plus et un peu plus ramassé. Ça serait 2 parties.
On a quand même si ça marche pas très bien, des rumeurs de cessez-le-feu à minima qui pourraient arriver en Ukraine, sur des valos très décotés. Là où j'alerte, c'est que ça s'est fait que par des multiples, comme aux US d'ailleurs en part. Mais aux US, il y a quand même du résultat année sur année. Ok, là, donc quand 2024, on dit que ça s'est fait que du multiple, ça veut dire que il y a une vraie déception sur les résultats des entreprises. 24 est au niveau de 23 pour pouvoir poursuivre le mouvement. Il faut que les entreprises gagnent plus d'argent que l'année dernière. Et donc pour faire du 25 maintenant et entrer le cran d'après, il faudra que les résultats délivrent. Éric, je reste avec vous pour bien connaître votre passé professionnel. Vous êtes un homme qui venait des taux. Je voudrais vous entendre sur la partie taux. Il y a un phénomène qui est un phénomène marqué, notamment chez nous en Europe, qui est que la Banque centrale a cessé de réinvestir et donc on est dans un environnement de réduction de la taille du bilan. Est-ce que ça, c'est une source de volatilité supplémentaire sur les marchés des taux ? Vous avez une longue carrière et donc vous avez vécu un certain nombre de situations. Comment vous jugez la situation actuelle ? Je trouve que c'est très sain que la Banque centrale se remette des marges de manœuvre possibles s'il fallait à nouveau réagir rapidement. Ce qui, avec ce qui se passe récemment dans les prochains trimestres, augmente en termes de probabilité. Un bilan de Banque centrale n'est pas fait pour acheter l'intégralité de la dette émise par ces États, donc la rendre est une bonne chose. Maintenant, il y a tout le temps cette histoire dans ce fameux portfolio Balancing Channel, pour citer en bon français Monsieur Draghi. Est-ce que c'est le stock ou le flux qui va faire le niveau de taux ou les variations en tout cas? Moi, je pense assez raisonnablement qu'on a eu une prime, une décote sur les taux induite par ces flux d'achat dans le bilan. Là, on la retrouve un peu, on retrouve un peu de pontification. Il y a encore énormément d'appétit pour la dette, même la dette française. Pourtant, on s'emploie à essayer quand même de la dilater à minima. Oui, ça va remettre un peu de prime de termes de taux longs, mais on n'est pas encore sur des mouvements suffisamment significatifs et je le vois plus comme une banque centrale qui pourra redégainer le moment venu si besoin. Votre sentiment, Frédéric, sur les taux et sur la banque centrale? Laquelle? La nôtre, pour l'instant. Elle a eu la partie facile, j'ai envie de dire, en 2024. Bon, globalement, des inflations persistantes, ça aide un petit peu le banquier central. C'est ce à quoi il était habitué jusqu'à 2021. Le banquier central, dans ce contexte-là, est le roi du monde. Et c'est vrai qu'il a toute la latitude pour gérer son futur proche. Et Éric a tout à fait raison. On peut reprendre un petit peu de ce qui a été donné. Il faut absolument en profiter. Parce qu'à un moment ou un autre, on aura probablement besoin de marge de manœuvre supplémentaire par rapport à la situation actuelle qui est relativement simple. On redonne des notes aux banquiers centraux. Quelle note vous donnez à la BCE sur son action en 2024 ? Alors, je dis que c'est une année qu'on ne peut pas noter, parce qu'elle était trop facile. Elle est trop facile. Il y a de la désinflation qui a démarré en octobre 22, qui continue comme ça quasiment tous les mois. D'accord, donc pas de note pour la BCE. Eric... Pas de note, parce que c'est trop facile. Je suis d'accord, c'est facile 24. Moi, je vais faire l'ensemble de l'œuvre depuis 2 ans. Je mets 18 sur 20. On a quand même fait comme BCE, ils ont géré une inflation à 2 chiffres et une décélération. Ils ont monté les taux, puis sont en phase de rebaisser les taux, on va peut-être y revenir, sans qu'il y ait de récession majeure. Moi, je me souviens des Cassandres, ah là, ils montent aussi vite les taux, ça va être l'effondrement. Non, ça a vraiment été très bien géré, cette façon de... Enfin, cette crise inflationniste. Je vais être provoque sur le propos. C'est bien géré parce qu'il n'y a pas de récession. Est-ce que finalement, on n'est quand même pas dans un environnement où on cherche à éviter coûte que coûte la récession, alors que la récession, ça fait quand même partie des éléments, je dirais, de purge dans un environnement économique normal. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet dans le concept d'analyse qui consiste à dire est-ce qu'on pilotait une économie avec pour boussole de se dire jamais de récession? On invente même un truc génial. C'est-à-dire que quand on a une récession, on rappelle, c'est deux trimestres de PIB négatif. Donc, on a même rajouté le mot technique. C'est une récession technique. Mais de toute manière, c'est technique une récession puisque c'est la définition. C'est 2 trimestres de PIB truc. Il y a 2 réponses à faire, même 3, parce que finalement, la récession technique en Allemagne elle est déjà là. Bon. Récession technique, ça fait peur à personne. Par contre, une vraie récession avec le stock de dette qu'on a, ça fait peur à tout le monde. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui conduit les banques centrales à avoir finalement comme risque principal celui d'une récession forte avec les effets déflationnistes que pourrait amener ce stock de dette. Et ça, c'était déjà le cas il y a quelques années. Et le deuxième facteur, ou troisième, il est plutôt d'ordre sociologique. Aujourd'hui, personne n'a envie de souffrir.
On ne veut pas se serrer la ceinture, on ne voit pas l'utilité d'une récession, contrairement à la fin des années 70, où après 15 ans d'inflation, le peuple était prêt à souffrir, à se serrer la ceinture pour se séparer définitivement de l'inflation. Ce qu'on a eu avec des taux qui sont montés à 20, malgré l'inflation qui descendait à 10 en 1980-81. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que dès qu'elle le pourra, l'inflation retrouvera un petit vent dans le dos dont elle profitera. Alors, on va en parler dans les positions des banques centrales. Quelle trajectoire pour la Fed et pour la BCE en 2025 ? Eric, vous leur avez donné une bonne note. Qu'est-ce que vous attendez d'elle en 2025 ? Elles vont dérouler tant que l'onde de choc des mesures trumpiennes ne va pas les freiner dans leur action. Nous, ce qu'on attend, c'est une BCE qui va aller se poser du côté de 2%, plus ou moins 0,25 à peu près, qui devrait continuer, alors qu'à un cas, avec une inflation qui reflue à peu près, qui sera plus élevée, évoqué ici, je crois il y a plus d'un an ou un an et demi, un régime d'inflation qui sera plus élevé qu'auparavant, mais qui devrait lui permettre de revenir vers 2. Une Fed qu'on a un peu sous le pied, mais c'est vraiment compliqué la Fed. On imagine, là, il y a 3 baisses des taux dans la courbe, il y en avait presque 0 il y a 3 semaines, je crois, de tête. On imagine autour de 2 baisses, parce qu'on a quand même un ralentissement de la croissance. Et pour revenir sur la disparition du cycle, qui est super importante, on a une opposition, à mon avis, structurelle, idéologique, entre d'un côté, la diminution des cycles permet de diminuer la volatilité, d'augmenter l'accumulation, l'effet richesse, et donc de la pyramide de Maslow emmenée jusqu'en haut par notre banquier central. Le problème, c'est que plus on pilote dans l'anticipation, plus on optimise, on crée des déséquilibres latents. Et la purge, elle est toujours utile. On l'a dans une récession quand elle est à peu près maîtrisée. Le problème, c'est que, à piloter au plus fin, on finit par laisser se créer des déséquilibres, notamment sur la dette, ce qui fait que quand ça corrige, c'est d'une violence de plus en plus exacerbée. Question, est-ce que la Fed risque pas d'être coincée entre son mandat inflation et son mandat croissance ? Oui, mon général. oui. Frédéric Leroux, quelle position pour les banques centrales ? Et je reviens sur un sujet qui vous est cher, le sujet de l'inflation américaine. Est-ce que les droits de douane, parce que les droits de douane, pour être très franc, on prépare cette émission, on se parle avant pour un peu discuter des idées des uns et des autres. L'autre jour, on était en train de dire droits de douane, c'est de la politique de négo. Hier, on a eu une des annonces pour dire que finalement, le Mexique, on avait mis des droits de douane, on était revenu en arrière parce qu'on avait bien négocié. Puis là, hier, on revient sur le Mexique, le Canada, la Chine, tout d'un coup. Hier, Donald Trump était en forme. Comment vous voyez les banques centrales et est-ce que la Fed va avoir un problème d'inflation ? Je continue de le penser. Donc, effectivement, 2025, je pense qu'on pourra mettre des notes qui auront un sens, plutôt que 2024. En fait, ce que je crois qui est fait systématiquement à l'égard de l'inflation, c'est une erreur de perspective. Rappelons-nous de Powell en 2021, c'est transitoire, vous en faites pas, rupture des chaînes de production, ça va se remettre en place très vite. Bon, il avait tort. Souvenons-nous de Greenspan dans les années 90, conundrum, comment se fait-il que l'inflation soit si basse et que les taux soient si bas ? Et donc, à chaque fois, et dans les deux cas, les banquiers centraux regardent le cycle économique, le business cycle, ce qu'ils analysent avec leurs centaines d'économistes dans les banques centrales, mais ils regardent pas les tendances structurelles, de fond, démographiques, sociologiques, géopolitiques, qui, elles, font la grosse vague de l'inflation. Et donc, à chaque fois, on regarde trop près et pas assez loin. Donc, vous êtes en train de nous dire, pendant que le sage montre la Lune, oui, la Banque centrale regarde le doigt. Et on voit très bien la géopolitique qui se tend de tous les côtés, qui, elle, est toujours inflationniste parce qu'elle réduit le commerce et donc elle augmente les prix. Elle réduit les délocalisations, donc elle tue l'effet Ricardo de spécialisation géographique. On voit une sociologie qui n'a pas envie de souffrir. Donc on a tous ces facteurs structurels qui vont favoriser l'inflation. Donc moi, ce que je crains, c'est qu'on baisse les taux un petit peu trop. Notamment parce qu'à court terme, il y a une petite panne du consommateur qui permet qu'on anticipe 3 baisses de taux, alors peut-être 4 ou 2, qu'en sais-je, et que ça sera trop. Parce que, à partir d'un certain moment, les forces structurelles qui ont fait une pause pendant 2 ans vont réapparaître. Et à ce moment-là, on aura été trop loin dans la baisse, on va mettre trop de temps avant de se rendre compte qu'il faut remonter les taux, comme en 2021. 25 minutes que nous sommes ensemble, on va donc, après avoir essayer de dépeindre un peu le monde et les enjeux à l'heure de Trump. On va passer maintenant aux travaux pratiques.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'allocation d'actifs? Éric Bertrand, je commence avec vous. On prend du risque, on est risque on, on est risque off. Sur quoi? On a démarré l'année risk on, sur le risque avec au global actions et du crédit. On avait plutôt une préférence US qu'Europe, donc ça c'est assez réussi. Aujourd'hui, on accompagne le mouvement en rentrant des protections. On ne vend pas, on accompagne, on met des options de protection. Je ne sais pas si le S&P fera plus 20, en tout cas, je pense que s'il fait moins 10, ça s'activera à la Maison Blanche, pour reprendre le point de tout à l'heure. Donc, on ne sort pas non plus du marché américain. On continue d'avoir du taux via du crédit ou via des govies, notamment en Europe. Alors, crédit plutôt qu'à yield? On était très à yield depuis 2 ans. Donc, on a rééquilibré investment grade et au rendement pour embarquer un peu plus de taux souverains. Si les choses tournent un peu vinaigre, on a quand même tout le temps, pour protéger un portefeuille, cette baisse des taux. Si jamais les choses se passent mal, on sent bien qu'il y a quand même 2-3 endroits où ça peut déraper et on aurait du flight to quality. D'accord, donc on embarquer du taux. Ce que vous êtes en train de nous dire quand même, c'est que quand on réfléchit en allocation d'actifs, on réfléchit en construction de portefeuille. Aussi. On n'est pas en train de réfléchir, en train de chercher la somme des meilleures opportunités. Mais effectivement, s'il y a un pain, qu'est-ce qui peut éventuellement tenir la performance? Et pour ça, le souverain vous paraît être un élément de... Le souverain ou la partie taux embarquée dans le crédit de qualité versus le haut rendement qu'on continue d'aimer pour son portage, mais il y a moins de potentiel de resserrement. Mais on a une BCE qui va baisser ses taux quand même au global. Donc ça, pour les entreprises, c'est toujours plutôt bien. Frédéric, tout à l'heure, en mettant un 21 à Donald Trump et un 0 à l'Europe, je vous ai senti contrariant. 21 à Donald Trump pour... l'ensemble de son... Oui. C'est presque un 21 pour l'Europe grâce à Trump. Voilà. Oui, non mais... make the world great again, en fait, ce qu'il est en train de faire en éveillant l'Europe. Great again. C'est méga. Alors... Là-dessus, Éric, il est dans sa ligne et c'est bien parce que la logique d'allocation d'actifs qu'il nous dit en disant mais je pense que ça réagira si jamais le S&P baisse, donc on n'en sort pas spécialement, etc. Vous, je vous ai aujourd'hui entendu, j'aurais presque tendance à dire plus contrariant que d'habitude. Est-ce que ça, en termes d'allocation d'actifs, ça impose des choix non négligeables? Avec par exemple, on prend un truc tout bête. Tout le monde dit, les États-Unis, c'est le marché, ça doit peser 70% du MSCI World aujourd'hui. Est-ce qu'il faut lever le pied sur les États-Unis? Donc c'est la question. Il y a trois gros facteurs d'incertitude moyen terme. Il y a Trump. Bon. L'implémentation elle-même crée de la volatilité. La finalité aussi, parce qu'on n'est pas certain de sa politique. Le deuxième aspect, c'est DeepSeek a quand même été un wake-up call en disant finalement l'IA c'est peut-être pas exclusivement une question américaine. Et donc est-ce que il faut valoriser l'IA là-bas et zéro ailleurs? Apparemment le marché change de perception. À tort ou à raison. Techniquement j'ai pas de réponse, je sais pas, je veux pas prendre la place des spécialistes. Mais il y a un changement de perception. Donc pour un homme de marché c'est important. Et le troisième facteur, ça c'est le mien. C'est l'inflation. Nous ne l'enterrons pas trop vite. Est-ce qu'elle est morte? Non. Et donc, ça fait 3 facteurs très importants à prendre en compte pour une allocation, une vision de marché à moyen terme. À court terme, complètement d'accord avec Éric, on réduit un petit peu la voilure, on prend un peu d'options, on réduit un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de niveaux, beaucoup d'incertitudes qui viennent de ces 3 facteurs. À plus long terme, je crois qu'on va pas seulement réduire le risque de nos portefeuilles en réduisant l'exposition aux actions ou à d'autres choses, on va aussi le faire en diversifiant des États-Unis vers d'autres choses. On a eu 15 ans de surperformance américaine comme jamais on a eu dans l'histoire du monde, notamment basée sur la tech, parce que notamment on a pensé que l'histoire tech était que américaine, et on s'aperçoit que c'est pas tant le cas. Quand on regarde la Chine de près, on s'aperçoit qu'il y a une recherche, un enseignement d'une qualité extraordinaire, recherche et un enseignement très fort. DeepSeek, ça vient d'une université dont on connaissait même pas le nom. Donc ça réveille un petit peu des alternatives au marché américain. Et Trump aussi fait en sorte que l'Europe doive se bouger, elle va se bouger, elle a quand même plein de choses à faire valoir. Donc aujourd'hui, ça veut dire que sur la partie action, on lève le pied sur les États-Unis pour aller sur l'Europe et sur la Chine? Et il faut réfléchir en phase 2, j'ai envie de dire, à un redéploiement peut-être un peu différent, sachant quand même que les belles valeurs de croissance américaine resteront de toutes les façons une partie assez importante de l'allocation cœur. Et un point qui va vraiment dans le sens de Frédéric, c'est que
Depuis 3 ans, nous, la Chine, c'était la reprise en main idéologique, l'immobilier, la bouffe, les gamins qui jouent pas aux jeux vidéo le week-end, etc. Jack Ma qui disparaît dans un camp de rééducation pendant 3 mois, puis qui ressort pour faire des bonsaïs au Japon en oubliant son conglomérat. Jack Ma a été ressorti sous le chaperonnage du parti, en mode public. Et là, pour moi, il y a un tournant, et c'est à mon avis Dipsy, je suis tout à fait d'accord, et pas étranger, c'est il y a une tech chinoise à capitaux privés. Parce que pour l'instant, ça se fait longtemps qu'on avait le trade, la tech chinoise tellement peu chère par rapport à la tech américaine. Et là, le fait que politiquement ils le ressortent, pour moi, c'est un vrai signal on a aussi de la tech qui... De réouverture. Juste une toute petite question pour boucler sur le début, même si on déborde un tout petit peu, donc je voudrais une réponse très rapide. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est Trump et la Chine. Or, on avait l'impression, avant l'élection, que c'était son obsession. On a l'impression qu'il est sur tous les fronts, sauf sur le sujet chinois, même s'il y a l'histoire des droits de douane. Bon, face à il y a l'histoire des droits de douane avec tout le monde. Donc, comment ça se fait que la Chine soit absente de l'approche trumpienne du moment? Elle l'est moins depuis ce matin, parce qu'on a les droits de douane qui sont passés de 10 à 20 là, ce matin, en même temps qu'on passait à 25 au Canada et au Mexique. Moi, je pense qu'il faut rester dans la compréhension de Trump dans une perspective toujours de négociation. Pourquoi est-ce qu'il met la pression maximale sur l'Europe, d'ailleurs sans lui mettre de droits de douane pour l'instant, et qu'il donne l'impression d'être le bon camarade de Poutine et de Xi? C'est parce qu'il y a quelque chose derrière la tête, j'imagine. En tout cas, je pense que l'idée de fond, c'est quand même de casser, si c'est possible, cet axe Pékin-Moscou, et ça apparaîtra d'une façon plus visible une fois qu'il aura fini le boulot sur d'autres sujets, j'imagine. Ok, dernière petite question. On se retrouvera au mois de septembre pour dresser le bilan du début de l'année, de l'été, et pour donner les perspectives pour le second semestre. Un coup de cœur pour le semestre d'ici septembre, Eric? Alors, on l'a vu, les actions, ça va pas être simple. Moi, je continue de bien aimer la dette, sans doute mes origines, et en particulier, compte tenu de la volatilité, la dette privée. La dette privée, il y a tout un segment qui n'a pas forcément autant payé que le haut rendement coté, et qui va quand même, on a été au cours de la BCE, qui ont passé de 4 à 2 en l'espace de 12-18 mois, c'est plutôt porteur pour des dettes qui rapportent encore du 7, 8, 9% à certains endroits. Donc moi, je me dis, pas trop de vol, du rendement, plus de visibilité, pour sortir un peu du portefeuille classique, c'est quelque chose qu'on aime bien. Une idée originale, Frédéric? Je suis complètement d'accord avec Eric, notamment pour ce qu'on a dit. Il n'y aura pas de récession forte, et c'est quand même l'ennemi principal du crédit. Et effectivement, le portage reste tout à fait attrayant. Donc, ça reste dans notre allocation globale un point important. Là, je vais plutôt parler d'un outil qui peut servir à bien équilibrer un portefeuille dans un moment un petit peu anxiogène. Et donc, je pense au yen. Donc, être acheteur de yen dans une allocation globale, c'est une bonne couverture contre plusieurs choses. D'abord contre l'inflation japonaise, je pense qu'elle s'installe vraiment. Donc, les taux vont monter plus que ce que le marché anticipe. Donc, le yen va monter. Et aussi parce que dans un moment de risk-off, le yen est une devise forte. Les Japonais rapatrient leur monnaie, ça fait monter le yen. Et si vous êtes acheteur de yen dans un moment où le marché vraiment prend peur, vous avez aussi la fin de ce qu'on appelle le yen carry trade. J'ai vendu des milliards de yens pour acheter des actifs risqués, notamment émergents dans le monde. Le jour où le yen monte très fort, ça se casse, et donc là, vous avez une couverture contre ce risque. Donc, c'est un excellent élément dans une construction de portefeuille international. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau, donc pour un peu tirer les leçons de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique avec l'arrivée de Trump en termes d'allocation d'actifs et de choix d'investissement. Tout de suite, on va parler d'un sujet qui a accouché beaucoup plus difficilement que les décrets de Trump. C'est la loi de finances pour 2025. Solutions patrimoine avec Olivier Dagenac tout de suite. Solutions patrimoine avec Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Viplus. On va donc parler, Olivier, du sujet dont on aurait pu parler l'an dernier sur notre dernière émission, la loi de finances pour 2025. Elle a enfin été votée. Est-ce qu'elle contient quelques bonnes nouvelles, Olivier ? Bonjour Jean-François. Oui, il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans cette loi de finances. Alors lesquelles ? Alors,
elles ne sont pas pléthores, donc on va pouvoir quand même les annoncer. La première bonne nouvelle, c'est la prorogation de l'abattement pour le départ à la retraite. Le 150 0 d'éther, le 500 000 euros d'abattement, il est prorogé jusqu'en 2031. Donc ça nous donne de la visibilité. Exactement. Et on aime bien ça. Voilà. Bon. Deuxième petite bonne nouvelle, c'est la hausse du barème de l'impôt sur le revenu, plus 1,8%. Ça a évité à 300 000 Français de payer des impôts. On peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, ce sont des mesures qui sont destinées à nos amis agriculteurs, avec des spécificités sur les donations, sur les transmissions, sur les exonérations de taxes foncières, beaucoup de mesures ciblées pour les agriculteurs. Alors, je voudrais qu'on regarde maintenant, si vous le voulez bien, Olivier, ce qui va se passer du côté immobilier, avec déjà un premier élément qui peut toucher tous les gens dans le cadre de transactions, c'est l'augmentation possible des droits de mutation à titre onéreux. Alors, les droits de mutation à titre onéreux, qu'on appelle vulgairement des frais de notaire, vont avoir une possibilité d'être augmentés par les départements de 0,5%. Il faut que le département vote la mesure. Il y a déjà de très nombreux départements qui ont levé la main, notamment sur Paris. On a dit oui, on veut les plus 0,5 parce que on a des difficultés financières. Donc, ça, c'est le premier point. Ça va augmenter à partir des transactions qui ont lieu cette année. Vers chez vous, dans le 22, les Côtes d'Armor, ça va donner Alors, quoi? nous, on a un département qui a dit qu'il n'augmenterait pas. Voilà. Ouais. Il y a, je crois, 3 départements qui ont refusé d'augmenter. La Corrèze en fait partie. Ok. Maintenant, on continue sur l'immobilier. Avec une mesure pour tenter justement de redynamiser le marché immobilier, notamment l'acquisition de la résidence principale. Nous avions déjà connu cette mesure il y a quelques années de cela. Et là, le législateur vient de remettre en place les abattements de 100 000 euros à destination des enfants pour qu'ils acquièrent leur résidence principale. Donc, chaque parent peut donner 100 000 euros à son enfant dans la limite de 300 000 euros. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les 2 parents plus un oncle, une tante qui dotent l'enfant pour acquérir un bien immobilier qui va constituer sa résidence principale ou pour réaliser des travaux dans sa résidence, des travaux de rénovation énergétique. Attention, c'est l'acquisition d'une résidence principale d'un logement neuf ou en VFA. C'est pas n'importe quel logement. Question, est-ce qu'il y a un risque civil là-dessus? Parce que c'est le genre de mesure fiscale où on dit « Ah ouais, c'est génial, on donne à un enfant ». Enfin, on sait tous que sur les histoires de donation, on repose sur 2 codes. Le code général des impôts et le code civil. Vous avez tout à fait raison. Le donner à un enfant, eh bien, ça génère une inéquité vis-à-vis des autres. Et il semble peu probable que tous les enfants acquièrent leur résidence principale en même temps. Donc, il va falloir, au niveau civil, rééquilibrer ces donations qui sont utilisées, on le sait bien, par les Français, surtout par le tropisme fiscal. Je veux des abattements, je veux pas payer des droits. Mais dans les faits, l'équilibre des transmissions est tout aussi important. Alors, on continue notre tour de piste immobilier. Le meublé, là, ça rigole pas. On continue sur les mauvaises nouvelles sur le meublé. On avait vu la réduction du micro-BIC l'année dernière à travers la loi destinée à ce type de location. Et là, à travers la loi de finances, eh bien, on a la réintégration des amortissements qui ont été réalisés dans ces revenus meublés. C'est-à-dire qu'au moment de la cession du bien immobilier, les abattements sont toujours disponibles. C'est-à-dire que si vous cédez votre bien immobilier après 30 ans, votre bien est totalement exonéré de plus-value. Mais si vous cédez après 10 ans, eh bien, on va réintégrer 10 ans d'amortissement que vous avez réalisé. Donc, il est possible que vous cédiez un bien le même prix que vous l'avez acheté et pourtant que vous soyez imposé à l'impôt de plus-value au taux de 19% plus à la CSG au taux de 17,2%. D'accord. Quand on dit réintégrer, ça veut dire en pratique qu'on abaisse le prix de revient et donc qu'on augmente la plus-value et qu'on augmente de ce fait la plus-value taxable. Juste petite question, parce qu'on a le sentiment, je ne sais pas si les textes ont été bien faits ou pas bien faits, quand on était dans un régime micro, qui incluait partiellement de l'amortissement, j'imagine, on va faire comment?
Alors, c'est une question piège, on veut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a deux points de vue sur cette question. D'un côté, certains pensent, dont moi, que quand vous étiez au régime micro, c'est l'article 50 du Code général des impôts qui nous dit que le régime micro comprend une partie d'amortissement. Donc l'administration pourrait la réintégrer au moment de la cession. Et une autre partie de la doctrine estime que le régime micro ne va pas être impacté par cette réintégration des amortissements. On attend les premières sessions de LMNP pour savoir exactement la position de l'administration fiscale. Détrompez-vous, Olivier, des questions pièges, j'en ai d'autres. J'en ai une qui commence par 4 initiales, CDHR. Kesako? Contribution différentielle sur les hauts revenus, une nouvelle taxe, un nouvel impôt, c'est un impôt. C'est le cousin ou la cousine de la CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui, je vous le rappelle, est une contribution temporaire, le temps que les finances publiques retrouvent leur équilibre, et à partir de là, elle disparaîtra. Donc, nous avons maintenant la CDHR qui va amener vraiment des difficultés pour être réglées de la part des contribuables. Qui est concerné? Alors, une petite partie de la population, les gens qui gagnent plus de 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 pour un couple, donc chez les journalistes c'est commun, mais dans la population française c'est quand même assez réduit. Voilà. Ok, ces chiffres-là, c'est exactement les mêmes que pour la cotisation exceptionnelle. Est-ce que pour autant c'est la même base? Non, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que c'est basé sur le RFR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. La CDHR, c'est basé sur aussi le RFR, mais un revenu fiscal de référence retraité, auquel on va rajouter des revenus et auquel on va diminuer ou soustraire d'autres sources de revenus. Ok, grosso modo, la CDHR, j'aurais presque tendance à dire que c'est un plafonnement à l'envers, mais pour autant, des plafonnements, il y en a qui existent, notamment le plafonnement de l'IFI. On va s'y retrouver comment? Parce que on va avoir IFI, on va avoir cotisation exceptionnelle, on va avoir contribution différente. C'est une excellente remarque et il faut bien comprendre que la contribution différentielle sur les hauts revenus, c'est au contribuable de la verser au mois de décembre d'après ses calculs. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point, vous parliez du plafonnement IFI. Dans le plafonnement IFI, il y a la CSG qui a été payée. Dans la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CSG n'entre pas dans l'impôt que vous avez payé. Donc, il va vraiment falloir être fin dans l'analyse. Ok, donc comme d'habitude, on constate que la fiscalité française est compliquée. Les CGP peuvent vous appeler pour avoir des précisions quand ils doivent traiter des cas. Alors, ils peuvent toujours tenter de nous appeler. Ça, vous avez raison. Ok, dernière question. 2026 s'annonce comment le budget? Parce que là, on est content d'en avoir un, mais est-ce qu'on considère qu'il a été bien fait? Alors là, je ne sais pas s'il a été bien fait, mais ce qui est assez étonnant, c'est que la veille de la publication de la loi de finances pour 2025, la Cour des comptes avait rendu un avis sur les dépassements du budget et le trou de plus de 6% dans le déficit public et avait indiqué que la majorité des efforts qui étaient demandés aux Français et pas aux administrations pour réduire les dépenses. Il semblerait qu'on soit parti sur la même ligne pour 2026. Olivier Dagenac, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Solutions Patrimoine. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site Et Plus Encore, mais également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également la retrouver en podcast sur votre plateforme préférée. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. On parlera CPI. Salut.